Bonjour les amis, oui voilà, donc la dernière vidéo vous avez énormément plu. Sur les réseaux vous m'avez demandé que je parle encore du Pélib, donc je vais encore parler du Pélib. Apparemment ça vous avait plu de voir les livres un peu, que je vous parlais un peu des livres et de mon ressenti par rapport au résumé, tout ça. Voilà, donc je pense que je vais continuer, ça fera facilement 3 vidéos, que j'enchaînerai l'une derrière les autres, c'est-à-dire que j'en mettrai certainement donc une aujourd'hui encore dimanche, une mardi, parce que demain c'est le jour de l'interview, une mercredi, et puis jeudi on se retrouve pour les 25 sélectionnés. Voilà, comme ça on aura parlé beaucoup du Pélib cette semaine, mais au moins, voilà, comme vous aimez bien les vidéos du Pélib, voilà, ce sera fait, vous aimez bien ça, donc je continue, il n'y a pas de souci. Moi ça me fait plaisir aussi d'en parler, donc voilà. Alors, donc on avait arrêté avec Comme des sauvages de Vincent Filmino, il me semble, donc voilà. Donc maintenant, on reprend donc avec Community de Luna Joyce chez Hugo Roman, voilà. Ce qui m'embête un peu, vous voyez, c'est le prix Bernard Werber de l'Imaginaire 2020. Ouais, voilà. Vous voyez, ça m'embête un peu, au fait. Bon, d'après ce que je peux comprendre, ça ressemble à de la science-fiction, voilà. Bon, donc on va essayer d'aller plus vite que la dernière fois, parce que j'ai vraiment envie que on accélère un petit peu la cadence, hein. Donc, je vous lis la 4e de couverture, et puis en même temps, je vous livre mon ressenti, voilà. Donc, 3006, la Terre a été pacifiée grâce à Community, une technologie révolutionnaire qui permet à l'homme de communiquer par télépathie. L'égoïsme mis de côté au profit de la collectivité, conflits et inégalités appartiennent désormais au passé. Passionnée par les étoiles, Lia est une jeune femme dotée d'une profonde soif de connaissances qui la pousse à se poser beaucoup de questions sur le monde qui l'entoure, bien plus que tout ce qu'elle connaît. Pourquoi les humains ont-ils désormais interdiction de se toucher? Pourquoi ne peut-elle pas choisir elle-même sa future assignation? Et pourquoi certaines bases de données lui sont-elles inaccessibles? Tandis qu'elle exhume secret après secret sur la société aseptisée dans laquelle elle vit, une interrogation grandit dans son esprit. Pour communauté, à quoi l'humanité a-t-elle renoncé? Ouais, j'avoue que ça peut être la SF pas mal quand même, malgré tout. Ouais, il y a quelques petits aspects qui me plaisent. Donc à voir. Bon, je vais remettre mon petit papier là, voilà. Donc ensuite, nous avons Confession d'un chasseur de sorcières. Ouais, alors ça, je n'ai pas, donc voilà, je vais le reprendre ici, hein. Je vais le reprendre ici. J'ai déjà lancé là. Donc c'est de Alex Medinger. Et à mon avis, c'est plus du fantastique, je dirais. Ouais, je suppose. C'est plus du fantastique. Donc voilà, je vais vite le retrouver ici pour pas perdre trop de temps. C'est ça que je perds le plus de temps à chaque fois à devoir rechercher les livres ici, hein. Quand je peux pas les mettre sur ma liseuse. Voilà. Donc, Confession d'un chasseur de sorcières. Ouais, bon. Je vous montre la couverture comme ça. Ah bah voilà, elle s'est lancée. Voilà. Personnellement, la couverture, je l'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas cette couverture, je la trouve vraiment pas. Confession, ouais, peut-être le gars qui écrit, ouais, peut-être ça le fait, mais à part ça, bof. C'est chez La Nuée Bleue, je ne connais pas du tout La Nuée Bleue. Donc à voir. En ce printemps 1633, la ville de Schirmeck est le théâtre d'étonnantes manifestations. Un enfant perd l'usage de la parole, une femme accouche d'une pierre, des moutons meurent étrangement lapidés sur fond de guerre de 30 ans, des rumeurs villageoises, des haines accumulées sur plusieurs générations. Le procureur Gale se rend dans la vallée vosgienne et mène le procès de Barbara que les habitants accusent de sorcellerie. Mais la mécanique bien huilée de la machine judiciaire s'enraye, forçant le procureur Gale à remettre toute l'enquête en question.
Il patine, échange de cap, se laisse emporter par la colère, erre de certitude en doute. Dans ce premier roman, Alexis Metzinger nous plonge dans la tête d'un chasseur de sorcières du XVIIe siècle. Petit à petit, nous retrouvons à penser comme lui, nous nous perdons entre la rumeur et la vérité, l'humour et l'effroi, le réel et le fantastique, l'histoire et la littérature. Ouais, ben, la quatrième de couverture inspire plus que la couverture, donc voilà. Pourquoi pas? Alors donc ensuite nous allons directement donc de retour avec les contes des royaumes oubliés, donc d'Isabelle Lesteplume. Donc voilà, je vais retrouver. Ah, c'est reparti là. C'est embêtant, c'est je perds du temps avec ceux que j'ai pas pu mettre dans ma Kindle, ceux que j'ai pas trouvé d'extrait, ceux que voilà. C'est avec ceux-là que je perds plus de temps, donc je suis désolée. Après ça ira mieux, ils seront tous dans ma Kindle. Dans ma Kindle normalement. Et ça ira plus vite du coup. Je peux encore descendre. Ouais, je suis désolée, ça fait perdre du temps, je sais. Ça vous fait attendre aussi, hein. Je vais peut-être déjà le lancer là pendant ce temps-là. Hop. Voilà. Hop, on y est. On y est. Voilà. Donc c'est Le Prince au bois dormant, ouais, c'est ça. Donc c'est Contes des royaumes oubliés, tome 1, Le Prince au bois dormant, voilà. Alors bah celui-là pareil, comme je n'ai pas trouvé d'extrait sur Amazon, ben voilà. Je vais voir si je n'ai pas trouvé des extraits ailleurs encore pour quand même pour pouvoir lire un petit extrait si ça me plaît, voilà. Mais la couverture j'aime vraiment bien, franchement je la trouve chouette celle-là. Hein. Non elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit. Voilà, donc c'est chez MXM Bookmark. Bah là clairement j'imagine que donc c'est de la fantaisie, du fantastique plus voilà. Alors donc là, il était une fois, revisiter les contes de fées version LGBT+, il était une fois, dans un pays lointain, un jeune homme nommé Eric qui rêvait de quêtes impossibles, de bêtes à terrasser et de grand amour à trouver. Une fois chevalier, il résolut de partir à l'aventure sur la foi d'un vieux conte, à peine une légende. Il serait question d'un prince maudit et d'un royaume prisonnier, d'une muraille d'épines. Mais derrière cette muraille se cache une réalité bien plus sombre et bien plus cruelle. Qui sont ces fantômes qui errent la nuit? Quel crime a réellement commis Maléfique? Et ce prince que l'on dit si parfait veut-il seulement être réveillé? Pour mener à bien sa quête, Eric devra apprendre que le monde ne se limite pas au beau et au laid de ses contes de fées. Peut-être que Neil le magicien cynique, avec lequel il est venu, avec lequel il s'est vu forcé de conclure un marché, saura lui enseigner. Et vous, quel prix accordez-vous à la beauté? Ah ouais, j'avoue que ça peut être intéressant, ça traite de pas mal de sujets. Celui-là, je vais me le noter pour me le trouver. Ouais. Ouais. Je vais me faire une petite croix là sur... Voilà. Parce que... Celui-là, j'aurais tendance à le mettre dans les 25, hein. On me fait pas mal envie. Ouais. Ça aborde le LGBT, c'est les réécritures de contes, j'adore ça. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'avoue que je suis assez curieuse avec celui-là. Alors ensuite, donc on est avec Daisy Trace Old de CC Dark. Donc voilà, bon bah là il suffira. J'ai tout classé hier, ça va aller beaucoup plus vite sur ma Kindle maintenant. Si, ça va aller beaucoup plus vite. Ça devrait. Voilà, je l'ai déjà. Donc c'est chez Rebelle Édition. Voilà, je vous montre la couverture du coup de ma Kindle. Hein. J'avoue qu'elle m'intrigue aussi parce que voilà cet hôtel. Mais quel est le secret du manoir de Coverflamme? Ouais, c'est du fantastique aussi, c'est chez Rebelle, ça m'attire pas mal. À la fin du 19e siècle, Daisy, jeune orpheline, est envoyée chez de lointains parents au cœur de Dartmoor. Alors que la jeune londonienne essaye de se faire à cette nouvelle vie rigoureuse,
Elle remarque que le manoir cache bien des secrets. Oh, le manoir a des secrets. Daisy va percer peu à peu les mystères que recèle le glacial manoir de Coverflamme pour rencontrer son destin au lui reculé et hostile. À la croisée de chemin, elle plongera dans cette aventure où son cœur se réveillera à la lueur de la lune. Oh, mon Dieu. Alors là, je craque totalement, mais je craque totalement. Ouais. Ah ouais, là, franchement, ouais. Là, c'est bon, je craque totalement. Mais non, mais il n'y a pas d'avance, j'ai beau le dire, les manoirs, les trucs, les choses, les manoirs, les maisons qui cachent les choses, tout ce qui est hanté, tout ça, c'est... voilà, c'est... Je sais pas, j'ai un trip là-dessus maintenant. Voilà, j'ai un trip là-dessus, c'est terrible. Bon, on va continuer, hein, parce que sinon, on va pas avancer. De l'autre côté du mythe, donc de Thomas Ariadne, voilà, c'est ça. De Flora Boukri chez Gulfstream Edition. Là, c'est du fantastique. Donc, je vais le trouver ici. Vite fait. Vite fait, je dis bien. Là, voilà, il est là. Il est là. C'est plus simple quand je peux avoir ma Kindle. Voilà. J'aime bien la couverture. Franchement, en couleur, elle donne encore mieux. Mais bon, je vous la montre en noir et blanc de ma Kindle. Et elle est vraiment belle. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, maintes fois on a raconté que jeune et naïve, j'offris mon aide au valeureux Théseus contre sa promesse de m'épouser, avant d'être lâchement abandonné par mon héros. Cela va me réduire, moi, Ariadne, à un simple pion dans le grand échiquier des dieux de l'Olympe. Mais que savent-ils de ce qu'il s'est réellement passé? Je vais vous confier comment première fille du roi de Crète, j'ai vu 2 frères partir pour la Grèce et un seul revenir, détruit et humilié. Comment mon père Minos, fou de rage, s'est transformé en tyran, exigeant que son ennemi, le roi de Grèce, le dédommageait de la pire manière. Comment dans les profondeurs d'un labyrinthe monumental a été enfermée une créature contre nature, mi-homme, mi-bête, condamnée à une existence prisonnière. Et comment nous, Ariadne, Phédra, Pasiphae, les figures de l'ombre où nous avons joué notre rôle ou choisi notre propre destinée. Laissez-nous vous guider de l'autre côté du mythe. Ouais. Ouais, ça me tente un peu moins là ce coup-ci. C'est pas que j'ai quelque chose contre les mythes, mais je sais pas, ça me tente moins. Voilà. Je suis moins hypée par ce genre de quatrième de couverture. Après, ben ouais, peut-être essayer de lire un extrait. De toute façon, je peux lire un extrait, donc pourquoi pas. On verra ce que ça donne, je sais pas. J'avoue que je suis un peu moins hypée, voilà, c'est tout. Alors ensuite, on arrive donc à demi-vie, tome 1, rupture. Je l'ai là, voilà, direct. Vous voyez, c'est magique. Demi-vie, tome 1, rupture, voilà donc la couverture. Alors, c'est aux éditions Mortagne, c'est de la science-fiction, et c'est de Magali Laurent. La vie à temps partiel, un mois d'éveil pour un mois de sommeil. Tel est le prix à payer pour survivre dans une nouvelle cité mondiale. Tout juste âgée de 16 ans, Isia doit quitter ses parents et devenir une citoyenne à part entière. Beaucoup de changements rendent sa nouvelle réalité difficile. Sa superviseuse est une femme froide et intransigeante. L'un de ses collègues l'épie pour une raison qu'elle ignore. Et l'état de santé de son ami Kat se dégrade à vue d'œil. Tout comme celui des autres habitants de son quartier, et si tout cela était lié. Quelle manigance que manigance le pouvoir en place. Et qui est Driss, cette personne qui vivant en contretemps d'Isia et partageant sa chambre? Le jardin où habite la jeune fille est une mécanique qui a fait ses preuves, mais quand l'intelligence artificielle est au service des citoyens, se met à dérailler, c'est tout le système qui bascule. La rupture est proche, le monde tel que le connaît Isia touche peut-être à sa fin. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas, peut-être lire un extrait celui-là, parce que je sais pas, comme ça, je sais pas. Je crois qu'il faut que je lise un extrait pour me dire, allez, pour en savoir un peu plus. Ce sera beaucoup mieux. Il y en a comme ça, je pense qu'il faut que je lise à tout près un extrait pour que...
Alors ensuite, donc on va sur Dentelle et Machine Noire. Ouais, j'essaie de plus trop m'attarder parce que sinon on va avoir un gros problème. Donc de Delman chez Plume du Web. Et c'est du fantastique. Ben, ah oui, à la vue de la couverture, on se doute un peu que c'est du fantastique. Et puis ouais, ben, j'avoue que le titre me plaît assez bien, la couverture aussi, mais voilà, qu'est-ce que ça va donner? Je ne connais pas encore le résumé, hein. Je découvre en même temps que vous, je vous assure, je n'ai pas encore les résumés avant qu'on en parle ensemble. Voilà, donc Angleterre, 1888, après avoir sauvé Marcus Templeton d'une mort certaine, Serena sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Lorsqu'il emmène à Londres, une nouvelle existence s'offre à elle, intelligente et curieuse. Refusant les convenances d'une époque trop rigide, elle veut tout connaître, mais derrière les fastes se cachent les ténèbres. En effet, au cœur de cette ville, des forces magiques et mystérieuses se livrent un combat acharné. Des meurtres horribles y sont perpétrés et de mystérieux chevaliers saints imposent leurs lois. Marcus lui-même ne semble pas étranger à ces crimes qui ont débuté avec son retour. D'autant qu'il cache un terrible secret, partageant entre raison et sentiment, Serena va mener l'enquête et devoir affronter ses propres peurs. Mais dans sa quête de vérité, est-elle prête à risquer son cœur et sa vie? Ah, ça c'est la bonne question. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas, au fait, il y en a, voilà, faudra vraiment que je lise des extraits parce que il y a des quatrièmes de couverture, direct, ça fait, ouais, ça me tente, ça me hype de ouf. Et puis, il y en a, je me dis, faudra vraiment que je lise des extraits pour me faire pour me faire une idée. Donc, ensuite, on va passer à Des œillets pour Antigone, voilà, de Charlotte Bousquet, chez Scrinéo. Voilà, donc c'est du fantastique. Et donc, on est parti pour la quatrième de couverture, comme ça, on perd pas trop de temps. Ah bah voilà. Ah bah là, on va pas perdre de temps. Je m'appelle Eline Calandero, et je suis officiellement portée disparue. Ah, s'il savait. Ouais. Bah en effet, là, on va pas perdre de temps, hein. Bah ouais, mais j'avoue que quand même, justement, des petites quatrièmes de couverture mystérieuses comme ça, des fois, je trouve que ça attire plus que quand il y a un gros pavé finalement, parce que ça reste mystérieux, voilà. Et c'est mieux parce qu'au moins ça raconte pas tout, voilà. Ça raconte pas tout, donc je trouve ça bien. Alors maintenant, donc on va passer au livre que je suis occupée de lire. Je suis à 5% du livre, je l'ai commencé hier soir, voilà. Donc, comment dire que je ne peux pas vous en dire beaucoup. Non, c'est pas celui-là que je suis occupée de lire. Non, c'est pas celui-là que je suis occupée de lire. Oh, j'ai des bêtises en plus. Je dis des bêtises, je suis pas occupée. C'est parce que ça ressemble au fait. Ça ressemble, donc voilà, j'ai des bêtises. Bah oui, bien sûr. Hein. Elle était où? Non, c'est le chant des Fenjik que je suis occupée de lire. Voilà, il est là. Il est là. Donc c'est Eclipse System 1, Les liens du sang de Mélodie Gaillard. Chez Rebelle Édition. Voilà, j'aime bien la couverture, encore une fois. Maintenant, aimer une couverture, est-ce que c'est vraiment représentatif? Oh, c'est devenu d'un coup... Ça fait un coup une drôle de couleur, hein. Bon, bref. Voilà, est-ce que c'est vraiment représentatif et une couverture? Ça, c'est une bonne question. Donc, c'est du fantastique. Léa est une jeune sorcière qui rêve de quitter Eclipsis pour découvrir la France, une terre ravagée par la guerre entre sorciers et humains. Lors de son voyage, un sentiment bien dangereux va germer en elle, l'espoir. Et si son frère était bel et bien vivant, coincée dans une véritable course contre la mort, elle pourra compter sur ses amis pour braver les dangers que recèle le monde des humains. Mais c'est sans oublier que toute vérité a un coût, et pour réussir dans sa quête, elle va devoir en payer le prix fort. Voilà, donc ça c'est Eclipsis, ouais, tout ce qui est sorcière, quête et tout ça, j'aime encore bien. Donc ouais, ça pourrait me plaire. Ouais, ça pourrait me plaire. Encore un livre qu'il faudra que je lise un extrait avant de voter. Ben, on est dimanche et je compte voter jeudi, donc voilà, je me dis ça me laisse un peu de temps encore pour lire des extraits. Donc le suivant. Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Alors Marie Pavlenko, j'avais lu tout à fait... j'avais lu un de ses romans, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus lequel, que j'avais bien aimé.
Voilà. Donc je vous montre la quatrième de couverture. La couverture plutôt. Voilà. Et le désert disparaîtra. Donc c'est chez Falmarion. Et là en plus on a un petit... Allez, on a un petit ruban qui nous dit j'ai envie d'y croire à ce monde, s'il a existé, il peut renaître. Voilà. Donc c'est de la science-fiction. Alors, Sama vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. Son peuple nomade traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Sama aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge d'homme. Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages, Sama se perd et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais. Ouais, ça peut être aussi sympa. Ouais. Surtout que j'avais bien aimé la plume de Marie Pavlenko, je sais plus du tout ce que j'avais lu d'elle. Hein. Ça me reviendra pas, si en regardant les titres, mais bon. Si je regarde les titres maintenant, on va prendre 3 ans, donc voilà. Alors ensuite, donc, on est parti dans... Ouais, parce que mon PC a fait une fausse manip. Donc voilà, je dois revenir au livre. Et ta vie m'appartiendra de Gaël Aymon. Je suppose que c'est comme ça que ça se prononce. Je suis pas trop douée des fois pour prononcer les noms des auteurs. Donc je remonte vite. Ouais, je suis désolée, ça. Là, j'ai fait un petit. Voilà. Et ta vie m'appartiendra. Donc de Gaël Aymon. Voilà, donc normalement. Il est ici. En plus, il est directement face à moi. Si ça, c'est pas génial. Voilà, donc c'est un thriller. Et c'est chez Nathan. Voilà. Bon, la couverture est assez sympa, j'avoue. Donc voilà. À la mort de sa grand-mère, Irina reçoit un étrange héritage, une peau, sorte de talisman censé exaucer tous ses désirs. Sans y croire, la jeune fille demande à devenir riche, ainsi que la dévotion absolue d'Alima, sa seule amie. Et ses souhaits se réalisent, pourtant cette existence de rêve se transforme vite en cauchemar, car un ennemi rôde prêt à s'emparer de son talisman par tous les moyens. Et chaque vœu formulé, la peau... Et à chaque vœu formulé, la peau aspire peu à peu la vie d'Irina, la tuant petit à petit. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Ouais, j'avoue, je suis aussi curieuse. C'est embêtant, hein, tous ces livres qui me rendent curieuse. Alors, ouais, j'ai passé étoile parce que étoile... Étoile, apparemment, il n'est pas là, je crois. Donc voilà, je vais devoir aller rechercher là. Ça va me prendre un peu de temps. Donc c'est de Delphine Pessin. Chez Gulfstream Édition. Et c'est de la SF. Donc voilà, étoile, 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 étoile. En plus, quand je vais trop vite, ça va pas. Quand je vais trop vite, ça bug. Allez, étoile. J'avais pas vu qu'il y avait encore celui-là en plus. Étoile, voilà. Je vous montre la couverture. Allez, vas-y. Dépêche-toi, affiche la couverture. Et je commence à lire. Donc en même temps la quatrième de couverture. Voilà. Ah, bon. Voilà. Étoile. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs hein, dans celui-là. Voilà. Étoile. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer. Alors, on est encore dans de la SF, donc dans un univers froid et aseptisé, une réflexion sur les limites éthiques du progrès technologique. Quelle meilleure façon de manipuler les gens que d'exploiter leurs faiblesses? Oz, le mystérieux milliardaire, l'a bien compris.
Annalise préférerait donner sa vie plutôt que de retourner au foyer pour jeunes. Nicolas est sur le point de se faire agresser par deux brutes au centre de détention. La bestiole a perdu son honneur et son nom traîné dans la boue. Oz leur propose une rédemption. Son prix, l'intimité. L'intimité des adolescents livrés en pâture au regard impitoyable des toileurs. Tous acceptent le pacte, enfermés et filmés 24 heures sur 24. Ils s'affrontent sauvagement pour leur survie et remplissent des missions pour gagner en popularité. Ce dont ils n'ont pas conscience, c'est que la télé-réalité n'est qu'une couverture pour le véritable dessin d'Oz. Ah ouais, franchement ouais. Ouais, ça me hype pas mal aussi, ça dit donc. Bon alors, ben, le suivant, je pense que, ben, sans le Pélib, je pense qu'il s'est déjà fait connaître pas mal. Je n'ai jamais lu l'autrice. Donc, et toujours les forêts, voilà, de Sandrine Colette, aux éditions de l'Épée, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Ah non, là, c'est chez JC là. Ah, j'arrive plus à parler, c'est bien grave. C'est chez JC Lattès. Et je ne sais pas trop ce que c'est, de la science-fiction. Tiens, Sandrine Colette est de la science-fiction. J'imaginais vraiment dans le thriller, mais pas dans la SF, donc à voir. Corentin, personne n'en voulait, ni son père en volait, ni les compères dont les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère qui rêve de s'en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance jusqu'au jour où sa mère l'abandonne à Augustine, l'une des vieilles du hameau. Au creux de la vallée des forêts, ce territoire hostile où habite l'aïeulé, une vie recommence. À la grande ville où les propulse ses études, Corentin plonge sans retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle, la chaleur n'en finit pas d'assécher, la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps, les arbres perdent leurs feuilles du mois de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul, humain ou bête, il ne reste rien. Guidé par l'espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des forêts, une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, avec pour obsession la renaissance d'un monde désert et la certitude que rien ne s'arrête jamais complètement. Ouais, celui-là aussi. Celui-là aussi, j'ai jamais lu Sandrine Colette, mais je pense pas que c'est ce qu'elle fait d'habitude, et ouais, j'avoue que c'est assez tentant aussi. C'est pas mal tentant aussi, ouais, tout à fait. Alors ensuite, donc, on a Ghost Love de Loïc Le Borgne chez Actu SF. À mon avis, je dirais que c'est du fantastique. Voilà, j'ai la couverture ici. Voilà, je vous la mets là pour que vous la voyez bien. Ouais, des fois, du coup, ça me fait des drôles de choses, hein. Désolée si des fois la lumière change, je ne sais pas pourquoi, c'est... Alors, voilà, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. La vie de Mathis a pris un tournant bien sombre depuis que son frère s'est tué en voiture. Aussi, entre soirées alcoolisées avec sa bande d'amis et job étudiant au journal du coin, son été s'étire dans la chaleur et la culpabilité. Il dérive jusqu'à Léonore, jeune femme pleine de charme et de mystère. Ses goûts, ses paroles et ses passions s'accordent à merveille à ceux du jeune homme, bien qu'elle refuse tout contact physique. Sans cesse ramenée au manoir, abandonné du coin, Mathis s'embarque dans une histoire qui le dépasse, mais qui pourrait bien l'aider à penser quelques plaies. Ouais, ça aussi ça me plaît. Ouais, ça aussi ça me plaît. Alors ensuite, donc voilà, on va arriver ici. Voilà. Alors donc ensuite on va arriver à Iridium. Ouais, je change de feuille parce que j'ai mes feuilles à côté de moi en même temps pour suivre et pour me repérer un petit peu. Avec ce que j'ai téléchargé, avec ce que... Voilà. Donc ici, donc on arrive avec Iridium, tome 1, Le Nouveau Monde, de Karine Vitelli, voilà. Aux éditions Rainbow. Ah tiens, les éditions Rainbow, on les avait pas encore eues, je pense. Je pense pas qu'on en a déjà parlé dans le Pélip, voilà. C'est l'occasion.
Alors, le genre littéraire, on nous le dit pas, mais je dirais que c'est de la fantaisie ou du fantastique. Je sais pas. On verra bien. On va lire la quatrième et on verra ça ensemble. Suite à une catastrophe inconnue qui a plongé le monde à l'ère préhistorique, des enfants et adultes tirés sur le volet se sont enfermés dans des bunkers souterrains durant 22 années. Waouh, 2 décennies durant lesquelles une dictature s'est érigée en maître absolu, asservissant la population à des tâches strictes et malsaines. Quand sortant pour la première fois de son abri, les survivants du bunker font la rencontre des survivants, tout est remis en question. Contrairement à ce qu'ils ont appris, la vérité a persisté hors des murs du bunker. Espoir, Lana et ses amis vont découvrir que la catastrophe n'a pas seulement ravagé les terres, mais aussi modifié certains spécimens. Entre le confinement des sous-sols et la vie dans les grands espaces, chacun essaye de survivre à sa façon. Solidarité, face à l'adversaire, le groupe devra se serrer les coudes et parcourir les continents décharnés pour espérer trouver un nouveau refuge. Mais est-ce encore possible? Amour. Voilà. Ouais. Ouais, ça peut aussi être sympa. Non. Donc ensuite, on va se retrouver avec Jachère. Jachère. Il est où Jachère? Jachère, aux éditions du 38. Hop, il faut que je retourne, j'ai fait une bêtise. Voilà. C'est de la science-fiction, donc voilà. Jachère, de Stéphanie Dessienne, aux éditions du 38, voilà. On voit clairement que c'est de la SF là. Hein. On n'a même pas de doute quand on voit, je pense, la planète comme ça. On n'a vraiment, vraiment aucun doute. Et il faut que je remonte jusque Jachère. Il est pas loin, il est pas loin, il est là. Voilà, on n'a aucun doute. Clairement, on sait que c'est de la SF. Mais qu'est-ce que ça raconte comme SF? Je pense que c'est de la SF adulte déjà, ça c'est sûr. À voir la couverture. Mais qu'est-ce que ça raconte? La terre malade, polluée, a été mise en jachère pour 1000 ans et interdite d'accès sous peine de mort. L'humanité a été déplacée vers d'autres mondes grâce à la technologie des connecteurs quantiques de Blue Horizon. 465 ans après la grande évolution, Marcus infiltre un équipage de contrebandiers avec un objectif, se rendre sur la Terre, car Jachère couvre un terrible secret, emprisonné dans une bulle de temps, accéléré, le berceau de l'espèce humaine a vieilli de 5 millions d'années. Faune, flore, continent, l'ancien monde présente un visage différent. Pour Marcus, les ennuis ne font alors que commencer. Il doit retrouver un post-humain au destin extraordinaire et connu sous le nom du guérisseur. Il doit aussi percer le secret de la jachère. Ouf. Ouais. Ouais, ça m'aide pas tout ça, franchement. Mais ça m'aide pas du tout, du tout. Hein. Mais ça m'aide vraiment pas à faire un tri, tout ça, parce que franchement, il y a tellement de bons encore. Ça va être dur le choix va être très difficile. Alors voilà, donc ici on arrive avec James Holt. C'est le tome 1, Révélation, de Aline Godefroy, chez Livresse Édition. Alors ici je dirais plus qu'on est dans la science-fiction encore. Ok, d'accord. Ah bah la SF, il y en a un. Ouais. Regardez-les, une bande d'amis, 5 orphelins liés par l'alchimie d'une famille à défaut de parents. James, Sarah, Williams, Emma et Sophie. Ils pourraient passer pour des adolescents normaux. Regardez-les mieux lorsqu'ils sont contraints de fuguer pour sauver leur peau. Ils ne soupçonnent pas une seule seconde la traque impitoyable qui va les pousser dans leur dernier retranchement. Des phénomènes surnaturels en course-poursuite sur les toits bruxellois. Ça me plaît. Je sais pas, mais pourquoi, dès qu'on est en Belgique ou dans le nord de la France, c'est un truc qui... Ils vont rapidement comprendre qu'une abîme de secrets attend pour les engloutir. Prenez garde, la vérité vous attend, tapis dans l'ombre, cruelle et dangereuse, mais surtout, le voile se lèvera sur l'histoire de James Holt, 12 ans, et du dévoreur de planètes désigné comme son ennemi mortel. Ah ouais, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Alors vous savez, je pense que les livres dont j'ai pas d'extrait, je vais les passer. Comme ça, voilà.
On gagnera un petit peu de temps, c'est pas méchant contre les auteurs ou contre... voilà, mais je pense que ben au bout d'un moment, il faudra faire un choix, donc... Ici, sinon, nous avons la boutique extraordinaire de Nicodème. Voilà, bah, si je retrouve un extrait, je reviendrai plus tard vers vous, mais pour l'instant, j'en ai pas. Donc ensuite, nous sommes sur la captive de Dunkelstadt, de Magali Lefebvre. Voilà. On va aller chercher ça. La captive de Dunkelstadt. Voilà, nous y sommes déjà. On va gagner du temps, hein, parce que les vidéos, de toute façon, feront facilement 1 heure, je le sais. Voilà, la captive de Dunkelstadt. Hop. C'est noir d'absinthe. Et c'est du fantastique, je crois. Je crois. Il me semble. Ouais. Émilie Dupontel compte terminer son tour de l'Europe en beauté avant de terminer notaire. Comme on l'attend de lui, Ah ouais, c'est Émile. Ok, c'est Émile, c'est pas Émilie. Je me disais bien. Comme on l'attend de lui, friand de frissons, comme de bonnes histoires, il jette son dévolu sur le château de Dunkelstadt, dont l'architecture, digne d'un conte de fées macabre, enfanté moult superstitions. Ouh. Dans ces terres reculées, Émile était préparé à tout, sauf à tomber sur le champ de la belle Katrina, beauté sibylline, recluse entre les morts, d'un édifice qui attend à compter. Secrets chuchotés et échos sinistres ont beau hanter les couloirs, Émilie est déterminée à faire la lumière sur le mystère de Dunkelstadt, quitte à s'y égarer elle-même. Lui-même. Mais non, Isa, c'est Émile. Et perdre Katharina. Je sais pas décidément ce que j'avais là. Ah ouais, sinon ça me plaît pas mal. Ouais, ça me plaît bien, bien, bien. Franchement, ouais. Alors ensuite, la chasse fantôme. La chasse aux fantômes, oula. Ok. On va aller chercher ça. La chasse fantôme, voilà, on y est. Je sens que c'est encore un truc qui va me plaire. Mais comment je vais faire pour choisir les 25? Voilà, la chasse fantôme d'Hermine Lefebvre chez Scrinéo. Je sais pas pourquoi, mais chez Scrinéo, à chaque fois, ils arrivent à me hyper, là. C'est... Bon, à mon avis, ça doit encore être du fantastique. La fantaisie, ok. Il y a 400 ans, les veilleurs ont saigné la chasse fantôme en Allemagne et caché l'esprit de Coryphée, son meneur parmi les hommes. Mais un soir, le corps de la chasse résonne et les cavaliers sont libérés. Dans l'explosion qui suit, Nathalie, jeune magicien prometteur de l'ordre des veilleurs, devient paraplégique et son père sombre dans le coma. 1 an plus tard, la horde meurtrière frappe chaque nuit. Jugée responsable de la libération de cette dernière et suspendue de ses fonctions au sein de l'ordre, Nathalie est décidée à réparer sa faute. Avec son frère Alix, il met tout en œuvre pour retrouver le Coryphée dont personne ne connaît l'identité. Mais cela peut être n'importe qui et pourquoi pas l'un d'entre eux. Waouh. Ouais. Ouais. Ça va être dur les votes. Ça va être dur les votes. Alors celui-là aussi, je sais pas rien qu'à voir la couverture et le titre. Ben voilà, c'est pareil, le suivant, la chose au fond du sac. La chose au fond du sac, je sais pas rien qu'à voir, ça me fait directement si, pareil, ça me fait super envie. Il est où la chose au fond du sac? Il est où? La chose au fond du sac de Hermine Lefebvre. Normalement, il doit être là. Je les ai tous rangés hier. Je les ai tous rangés hier, donc il doit être là. Ah non, on va pas commencer à... Bon alors, il est où? Bon. On va faire une recherche. Ça ira plus vite. Voilà. Ouais, allez, vas-y, mets ta couverture. Voilà, la chose au fond du sac. Tome 1, la découverte. Voilà. De Luce Baster. Je crois que Luce Baster, c'est celle que je suis... Oui, Luce Baster, je suis occupée de lire justement son autre roman. Donc elle a 2 romans dans le Pélib, ok.
Donc c'est aux éditions Au Loup, c'est du fantastique. Et c'est de la jeunesse à mon avis, mais de la jeunesse, franchement, elle est toujours du très bon, je trouve. Léna ne mène pas exactement une vie normale. Déjà, elle vit dans une famille décomposée et recomposée, et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver quand on a 4 frères et sœurs. En plus, ils viennent tout juste d'emménager chez leur grand-père, mais ce n'est pas que ça, Léna a aussi la particularité d'entendre les pensées des autres. Oh. Et lorsqu'une voix étrange qui semble venue de la vieille maison voisine commence à l'appeler, Léna et sa famille ne sont pas au bout de leur surprise. Ouais. Comment dire? Comment dire? Ça me fait envie. Ça me hype de ouf. Alors ensuite on a la complainte de Voilà. La complainte de Foranza de Sarah Doquet aux éditions Léa. Voilà. Franchement, c'est une belle couve aussi, avouez. Il y a des couves, hein, elles sont magnifiques, franchement, dans l'imaginaire, les couves. Alors, est-ce qu'il marque le genre? C'est de la fantaisie, ok. Alors c'est parti. Dans Foranza, cité éclairée par la tolérance et l'art des peintres, vouée au culte des fées, un meurtrier s'attaque sauvagement aux femmes assassinées dans des conditions atroces au sein même des ateliers d'artistes. Tandis qu'Aphrodisia Malatesta mène l'enquête la plus difficile de sa carrière, son ami Pascal Diorelli invente d'incroyables machines avec l'aide de son assistante Léona Deveni. Martin, le mercenaire étranger, forme une milice de femmes pour protéger les artisanes et les ouvrières comme Lupa et Callista, craignent désormais pour leur vie. Enfin, derrière son bar au Féalise, Chiara tente de maintenir en vie le rêve d'une société qui semble se désagréger sous ses yeux. Oh. Mais la principauté portuaire n'est pas au bout de ses peines, comme si les fées adiraient et le destin souhaitait s'acharner contre elle. Des fées. Ouais. Alors là, je dis ouais. Des fées, je dis ouais. Obligé. Non, mais je dis ouais, mais j'ai déjà dit ouais à plus que 25, là. Ça ne va pas, ça. Alors, la sorcière aux œufs d'or, elle est où, elle? C'est pour que je vois. Si. Ah, la dernière sorcière aux œufs d'or. Ouais, voilà. Ok. La dernière sorcière aux yeux d'or, donc de Lila Davini chez Inceptio. Je l'avais là. Voilà. J'adore la couverture. Si l'histoire est pareille. Voilà. Franchement, j'adore. C'est de la fantaisie. Alors, ça va m'amener vers quoi? La légende prétend qu'il existait un monde merveilleux, un lieu magique où humains et créatures surnaturelles vivaient en paix. Un clan de puissantes sorcières aux yeux d'or y maintenait l'équilibre, jusqu'à ce qu'un mage au cœur aussi sombre que l'obsidienne le décime lors d'une nuit sanglante. L'harmonie rompue, le monde bascula dans le chaos. Le mal y règne, désormais en maître, obligeant les êtres magiques à se cacher et les humains à se battre pour leur survie. Mais l'espoir revient lorsque l'oracle prédit le retour des sorcières aux yeux d'or, car l'une d'elles a survécu au massacre, une jeune fille prénommée Elena. Ouais, aussi. Ouais, aussi. Là, on a déjà 43 minutes de vidéo, là, j'avance pas. La divine proportion. En même temps, ça sert à rien que je me speed trop, parce qu'après, ben voilà, ce sera pas une vidéo attrayante, donc malgré tout, il faut que je prenne mon temps. La divine proportion, donc c'est Céline Saint-Charles, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est chez Livresse Édition, c'est de la science-fiction. Dans une France remodelée par les ambitions démesurées du président Rollin,
Science et politique se sont alliés, semant dans leur sillage meurtre et souffrance. Lorsque Lena part couvrir un événement dans un orphelinat pour son journal, elle est loin de se douter que sa rencontre avec la petite Cerisette va bouleverser sa vie. Après la disparition de l'enfant, elle tente de la retrouver, aidée par un flic aux méthodes discutables à quelques jours de la retraite. Leur enquête va les mener dans le quartier des réfugiés américaines, où de sombres révélations les prennent de court. Une véritable course contre la montre s'engage alors pour sauver la fillette. Jusqu'où a-t-on le droit d'aller au nom du bien commun? Ah, ça devient compliqué tout ça. Hein. Ah ouais. La gardienne du chardon. La gardienne du chardon, je la vois pas là. Mes feuilles, ils sont pas à jour à mon avis. Hein. Bah, vous savez quoi, la gardienne du jardin, je vais pas vous la montrer, je vais juste donc vous dire ce que c'est. Donc c'est de Maureen Bellès, c'est aux éditions Les Trois Normes, c'est de la fantaisie. Ouais, j'ai enregistré mes feuilles il y a déjà un moment et voilà. C'est de la fantaisie, voilà, donc Londinium, 1887, des attentats secouent le Parlement, les confédérés de l'Union libre entrent en guerre, Victoria, la reine immortelle, gouverne les terres occidentales depuis son palais suspendu. Bien décidée à rester jeune, la souveraine ordonne la chasse aux sources des entités dangereuses qui ont autrefois fait cadeau de leurs dons aux humains. Non. Isobel Galloway, marquise écossaise, vient de perdre sa sœur aînée, écrasée par son passé et ses nouvelles responsabilités. La jeune femme doit survivre dans un cours où l'on tue ses semblables, mais elle est sûre d'une chose, sa sœur Blair ne s'est pas suicidée et à Londonium, tout finit par se savoir. Ouais. Un peu moins. Un peu moins, voilà, c'est comme ça. Hein. Je peux pas vous dire que j'aime tout, c'est... Ah oui, celui-là, il me tente. Celui-là, il me tente, celui-là, il faut que je lise un extrait avant de voter. Celui-là, il faut que... À tout prix. La manoir... La manoir Alistair. La manoir... Donc c'est la manoir Alistair de Rémi Lafont. Voilà. J'aime bien la couverture. Moi, franchement, ça me fait penser... Vous savez à quoi? À un jeu Assassin's Creed. Franchement, quand je vois la couverture comme ça me fait vraiment penser à ça. Après, c'est peut-être que ma perception des choses, mais voilà, ça me fait penser à ça. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Le résumé. Tout sourit à Alistair, une femme, 2 enfants, du bonheur pour toute une vie, mais la maladie frappe sa ville et sa famille n'y survit pas. Un homme étrange se rapproche alors d'Alistair et lui fait une proposition, intégrer la manoir, esselé et n'ayant plus rien à perdre, il accepte de découvrir une confrérie d'âmes brisées qui, comme lui, ont connu la mort, l'abandon ou la solitude pour devenir des assassins. Une seconde vie s'offre à lui, une chance de repartir à zéro, mais dans les recoins les plus sombres du manoir se cache une menace qui ne dit pas son nom. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, ça peut faire penser à Assassin's Creed au fond. Hein. Allez, on va dire un peu, quoi, voilà. Mais ça me plaît vraiment, ça me plaît pas mal. Alors ensuite, donc, on est avec la marche du Levant. Oui. La marche du Levant, voilà, ici. La marche du Levant de Léa Farizen. Donc c'est chez Albin Michel Imaginaire. C'est de la fantaisie, voilà. Albin Michel Imaginaire, j'ai jamais lu, mais à chaque fois il y a des titres qui me font super envie. On verra si c'est le cas de celui-là, voilà. Une terre au ralenti, une héroïne déterminée, une épopée inoubliable. 300 ans, c'est le temps que met la Terre pour tourner sur elle-même. Dans le ciel, du long jour, le soleil se traîne et accable continent et océan. Plongé tantôt dans une nuit de glace, tantôt dans un jour de feu. Non, bof. Non, bof. Franchement, non. Non, celui-là, non. Bizarrement, pourtant, il y en a beaucoup qui me hype, mais pas celui-là. Voilà. Alors ensuite, on est dans l'autre papillon, dont j'aime beaucoup la couverture.
L'autre papillon. L'âme du papillon plutôt. Oh là 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 là. L'âme du papillon, l'autre papillon. Faut que j'arrête, hein. L'âme du papillon de Lucie Sébéry aux éditions Livresque. Voilà. Franchement, regardez-moi la couverture qui est magnifique. On va aller lire ce que ça raconte, hein. C'est de la fantaisie à voir ou du fantastique. Depuis son plus jeune âge, Lise perçoit les émotions de ceux qui l'approchent, de la joie qui réchauffe le cœur à la colère la plus sourde en passant par l'intolérable tristesse dans laquelle on peut se noyer. Oh. Elle ressent cette palette infinie de sentiments sans pouvoir en colorer elle-même son existence, grâce à ses parents qui la protègent de leur mieux, et sa meilleure amie pour qui elle n'a pas de secret, Lise apprend à vivre avec ce qu'elle pense être une malédiction. Elle ne peut croire le récit de ce bel homme qui prétend être son gardien. Pourtant, lorsque son chemin croise celui de Franck, son quotidien va être bousculé, son cœur tel le papillon de cette ancienne légende va déployer ses ailes et prendre son envol pour la toute première fois. Ah ouais. Ouais aussi. Ouais. Bon bah je pense que je vais encore faire la ligne là que j'ai devant moi et après on arrêtera là. Je vais voir, je vais essayer qu'on ne dépasse pas les 1 heure, on est déjà à 50 minutes. Donc ensuite, ouais, la piste des cendres. Ouais, la piste des cendres d'Emmanuel Chastelière, pareil, aux éditions critiques, donc c'est de la fantaisie et je tiens à découvrir parce que tout simplement, Emmanuel Chastelière, j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer, voilà, jamais de le lire. J'ai déjà eu l'occasion de le lire, de le découvrir mais pas de le lire, j'ai eu l'occasion de le rencontrer ici même à Moucron. Donc voilà, j'ai eu des très très bons échanges avec l'auteur. Donc voilà, je suis curieuse de le découvrir parce que j'ai pas encore lu son livre depuis qu'il est venu à Moucron. La piste des cendres, voilà. On voit pas bien, il y a des reflets. 1896, nouveau Coronado, fils illégitime d'un influent propriétaire terrien, Hazel fuit son destin, ballotté entre des origines qu'il renie et une famille qui ne l'accepte pas. Il a préféré rejoindre les montagnes où il se contente de conduire du bétail et de jouer les chasseurs de primes. Ah ouais. Pourtant, loin des hauts plateaux, la menace d'une guerre se profile dans la péninsule, le nord, véritable grenier à blé, estime être exploité par le sud, plus industriel et qui dispose du seul accès après l'océan grâce au sort de Carthagène. Lorsqu'Hazel accepte à contre-cœur d'accompagner un cortège d'indigènes décidés à quitter leurs anciennes terres, accomplissant ainsi ce qu'ils appellent le grand exil, le jeune homme est loin d'imaginer qu'il va lui-même prendre part à la guerre civile. La guerre est tout ce qu'elle risque fort de réveiller. Ah ouais, aussi, ouais, ça me tente pas mal. Je pense que c'est un livre de SF en plus que j'avais pris à l'auteur, donc rien à voir, mais pourquoi pas. Alors, la princesse au visage nuit. On va essayer de trouver ça vite fait. J'aimerais bien... je vais juste finir la ligne là, comme ça, voilà. Je vais essayer d'aller au plus vite. Enfin, au plus vite. C'est pas que je veux me speeder pour des vidéos, mais... Voilà, la princesse au visage nuit. Personnellement, j'adore la couve. La couve, j'adore. Donc, c'est aux éditions de L'Homme sans nom. C'est de la fantaisie, c'est ça? Ouais, c'est de la fantaisie. Dans les bois vit la princesse au visage de nuit. Ses yeux sont des étoiles et ses cheveux l'obscurent. Hugo, enfant violenté par ses parents, s'est enfui avec ses amis dans la forêt à la recherche de la princesse au visage de nuit qui exaucerait les vœux des enfants malheureux. Il est ressorti du bois seul et sans souvenir et a été placé dans une famille d'accueil. 20 ans plus tard, alors qu'il a tout fait pour oublier son enfance, Hugo apprend la mort de ses parents, mais de retour dans le village de son enfance, il découvre que ses parents auraient été assassinés et d'étranges événements se produisent. La petite voiture de son enfance réapparaît comme par magie. De mystérieuses lueurs brillent dans les bois, les orages soufflent des prénoms dans le vent. Oh, moins. Que dire, ça va être vachement compliqué, hein. Je vais avoir du mal à faire mon choix. Alors, la prophétie des 7 de Christelle Dacruz. Voilà, bon. Hop. On est chez les plumes du web. C'est pas marqué ce que c'est comme genre, c'est pas grave. Regardez la couverture.
j'aime beaucoup. Alors, depuis la mort de sa mère, survenue il y a près de 6 ans, Hazel s'est exilé à Londres avec sa tante au cœur même des ténèbres qui engloutissent peu à peu l'Europe. Sans nouvelles de son grand-père qui réside dans le sud-ouest de la France, Hazel décide de retourner sur ses terres d'origine pour résoudre ce mystère. Sa rencontre avec Célan, un vampire mandaté auprès d'elle, par l'Union, la plus haute autorité en matière de créatures et d'êtres magiques, va quelque peu bouleverser ses plans. Elle apprend que son aïeul a été kidnappé malgré la protection vampirique dont il bénéficiait. Ouais, les vampires, c'est... Ouais. Moi, les vampires, je dirais un extrême, mais les vampires, c'est... Ça passe ou ça casse, quoi. J'ai lu beaucoup d'histoires de vampires à un moment, et voilà. Alors, La quête de l'ombre, tome 1. Donc, c'est de Adeline Carrel, chez Livresque. Et c'est de la fantaisie. Voilà, vous voyez encore une fois la belle couverture. Donc c'est tome 1, L'île des damnés, voilà. Seul le sang des 6 peut survivre aux ombres, personne n'en ressort indemne. C'est la petite phrase qu'il y a là en dessous. Alors, on va voir ce que ça donne. Après la destruction de son village, les forces de l'impératrice, Brynne est envoyée dans la forteresse des glaces. Dernier refuge des Dimurges, les êtres dotés de pouvoirs innés, chassés par l'Empire. Là-bas, elle découvre qu'elle n'est pas une Dimurge ordinaire et subit un entraînement intensif pour remplir une mission qu'elle seule peut accomplir, libérer les prisonniers de l'île des damnés, y compris ses parents. Mais cela permettra également à son grand-père Silas, le cruel maître des Murges, de retrouver son armée et reprendre le pouvoir sur l'Empire. Brynne entame une enquête pour atteindre l'île, décidée à fuir Silas dès qu'elle aura retrouvé ses parents. Mais sa quête lui réserve bien des surprises. Ouais, ça peut le faire aussi. Alors, donc ici on est avec la sphère, c'est pas là aussi c'est la sphère. Donc la sphère d'Alexiane Delis, donc c'est chez Michel Lafon. Allez, vas-y. Il veut pas montrer la couverture, alors est-ce qu'il n'y en a pas? Bon, bah apparemment la couverture elle veut pas se mettre. Dommage. Donc bah voilà, bah la sphère, de toute façon c'est de la SF, ça on voit directement. Alors, dans un univers où la Terre a été ravagée par les hommes et le mystérieux virus, et où un mystérieux virus a éradiqué tous survivants de sexe masculin de la surface de la planète, Noria est persuadée d'avoir tout pour être heureuse. Sa carrière de mannequin est à son apogée. Son compte en banque est bien rempli. Elle vit dans un somptueux appartement de Nouveau Paris. Surtout, elle est entourée de femmes exceptionnelles, notamment sa meilleure amie Kylian. De quoi pourrait-elle rêver de plus? Un jour, Kylian la convainc de l'accompagner à la sphère. Ce monde de rêve où les plus fortunés payent une somme astronomique pour explorer des univers virtuels, découvrir d'autres horizons et rencontrer les hommes. Or, Noria n'a jamais rencontré d'individu masculin et la perspective de se retrouver face à l'un d'eux la paralyse. Ce qu'elle ignore, c'est que ces simulations pourraient lui coûter bien plus cher que les frais d'inscription et que sa vie entière risque d'être chamboulée. Ouais, c'est tentant aussi. Hein. Et on va continuer. Voilà, on va terminer donc avec celui-ci. Et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo avec la suite. J'espère que ça vous plaira toujours autant. Donc ici, on est avec La Ville sans vent. On est avec La Ville sans vent, donc de Éléonore de Villepoix. Je vais y arriver dessus. La Ville sans vent, La Ville sans vent. Voilà. Voilà. La Ville sans vent. Chouette comme couverture aussi. Éléonore de Villepoix. C'est aux éditions Hachette. Et c'est de la fantaisie.
Voilà. À 19 ans, l'Astyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un des échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin semé d'embûches politiques va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle, le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Ouais, je pense qu'il y a mieux. Je suis pas sûre que voilà, je suis pas sûre que je voterai pour celui-là. Je suis pas sûre que je le mettrai dans mes 25. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là parce que franchement, on a 1 heure de vidéo. C'est rare que je sais que c'est très rare que je fais des vidéos d'1 heure, mais là, bah que voilà, comme plusieurs personnes m'ont dit, j'aimerais bien que tu continues l'analyse comme ça des résumés. Ben j'ai pas le choix. Il faut que je fasse des vidéos d'1 heure, sinon on est encore parti. Et comme les votes sont jusqu'au 15, je veux à tout prix voter le plus tôt possible. Voilà, je veux vraiment lire des extraits. Et voilà, comme je le fais avec vous, ben voilà, je suis obligée de faire des vidéos plus longues, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, tiens, sur ce que vous en avez pensé. S'il y a un livre plus qu'un autre qui vous tente dans la sélection, si vous faites partie du Pélib, ou si vous dites, tiens, celui-là, j'ai envie que tu le lises, ou, ah, tiens, celui-là, il mérite d'être dans les 25, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si ça vous a plu, ben voilà, à une 3e vidéo dans le même style. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt, bye bye.